Simplement un mot sur la structuration. Olivier Boulinck disait à l'instant, ils veulent se structurer au niveau départemental. Ce qui leur aura coûté la mobilisation, c'est le fait de quoi d'être divisé. On avait vu d'un côté les gilets jaunes dits libres, et puis les autres, ça a été un petit peu, la semaine dernière, un peu le flou. Quand on dit que le mouvement est original, c'est parce qu'il est parti sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de structuration, tout est horizontal, si ce n'est le nombre de vues, si j'ose dire. Et donc oui, il y a nécessité qu'ils se structurent pour pouvoir porter leurs revendications. D'autant plus que c'est la première fois qu'on voit un mouvement social naître comme ça, mais surtout ne pas porter qu'une aspiration économique, qu'une aspiration sociale, mais aussi une aspiration à un changement de fonctionnement démocratique. Et que c'est pas si simple pour leur organisation, c'est pas si simple non plus pour faire en sorte qu'on associe la démocratie représentative, c'est-à-dire celle où on donne un mandat pendant une durée donnée, où on le reprend si ça ne va pas, mais qu'entre ces deux élections, il n'y ait pas de capacité pour les citoyens de faire éruption dans la vie démocratique. Parce que sinon, on le voit bien, à la vitesse où va l'actualité, il n'y a pas d'autre solution que d'aller prendre des ronds-points ou d'autres formes de manifestations que de venir interpeller le pouvoir quand il est sourd. Et il a été sourd très longtemps. Alors, Christophe Castaner, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur quand il essaye de rétablir un fonctionnement normal de la circulation, de l'ordre, etc. Mais attention, la libération des ronds-points, ce n'est pas la fin du problème. Et c'est là où il faut que le gouvernement ne se trompe pas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est fondamental. C'est au contraire un problème qui est profondément enraciné, qui a sa racine, plusieurs racines. D'abord une racine qui est économique et sociale, dans la répartition des richesses dans notre pays, dans ceux qui ont gagné dans la mondialisation et dans ceux qui sont restés à part. Et pardon, c'est un quart contre trois quarts. C'est pas totalement rien et c'est un sujet de réorganisation de la politique économique, sociale, fiscale et j'aimerais bien dire et environnementale, parce que la grande victime de cette affaire, c'est qu'on ne pourra plus parler non plus d'environnement. Et puis la deuxième racine, si j'ose dire, elle est d'abord territoriale. Vous voyez bien que ça n'a pas réagi de la même façon dans les grandes métropoles que dans les zones les plus éloignées. Et ça, il va falloir trouver une réponse. On a abandonné dans notre pays la planification, on a abandonné l'aménagement du territoire depuis bien longtemps. Et ces gens disent, grosso modo, on paye les mêmes impôts que tout le monde, même trop d'impôts, et on n'a plus les services auxquels nous avons droit et qui nous permettraient de vivre. Mais là, vous avez entendu ce que dit le gouvernement. On va faire un grand débat national. On donne d'ailleurs le job à Madame Jouanneau, à Chantal Jouanneau. Excellente idée au passage. J'en doute pas. Enfin, vous avez dit le contraire, ça m'aurait étonné. Mais ça veut dire, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas d'ancrage local. On l'a dit beaucoup. Donc là, on redonne la parole aux maires. Les maires des communes rurales disent attention, écoutez-nous. C'est pas seulement le problème de l'ancrage local. La question, elle a été que pendant des mois, après son élection, Emmanuel Macron a fait le contraire de ce qu'il a dit. Il avait dit on va changer la façon de faire de la politique, on a eu un pouvoir totalement autoritaire, totalement vertical, qui n'écoutait personne et qui, par la grâce d'une élection, croyait avoir le don d'avoir toujours raison. Bon, il se trouve que les Français ont ramené Jupiter sur Terre. Et nous disons depuis le début, on a besoin d'un Grenelle social, fiscal, environnemental, bref, de trouver un autre mode de répartition des richesses, de la capacité de production et de la protection de notre environnement dans le pays. Et pour ça, il faut s'asseoir autour de la table. Ce que je disais à Emmanuel Macron depuis des semaines, c'est vrai pour les Gilets jaunes aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se met autour de la table, il faut s'asseoir autour de la table. Et je leur dis d'ailleurs, si ça ne va pas, si la discussion est bidon, il sera toujours le temps de reprendre le mouvement. Mais ça ne sert à rien. Et ce n'est pas sur les ronds-points qu'on trouvera la solution. C'est autour d'une table, dans un rapport de force. Le gouvernement a été obligé de céder pour partie. Maintenant, il faut discuter comment on construit. Chantal Jouanneau, elle est responsable de cette commission depuis 1 an. Et c'est malheureusement le seul outil administratif possible pour que, normalement, les gouvernants écoutent. Mais comme vous venez de le dire, personne ne les écoute. La fiscalité écologique, elle est aujourd'hui morte et enterrée. Et c'est dommage pour notre environnement. Mais elle ne peut fonctionner que quand vous avez un bonus-malus. C'est-à-dire que vous êtes sanctionné quand ça ne va pas, mais on vous aide à changer votre chaudière, on vous aide à changer votre voiture, et pas marginalement, pas à 250 € la chaudière quand ça coûte 10 000 €. Je trouve un peu inquiétant, c'est qu'on a là-dessus une réponse improvisée sur les thématiques du débat et improvisée dans le financement. Pourquoi ils ne viennent pas parler aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne savent pas comment ils financent les 10-12 milliards que ça coûte. Ils ne savent peut-être d'ailleurs même pas exactement combien ça coûte à l'heure où je parle. Vous savez ce qu'on a entendu beaucoup chez certains, peut-être que vous-même aussi, commentateur politique et hommes et femmes politiques, c'était 13 minutes pour 13 milliards, parce qu'il a parlé de 13 minutes. Bon, ça, ce sont des formules, mais pardon, quand le président de la République s'exprime, dit je mets des choses substantielles sur la table, on peut les discuter, on peut les contrarier, mais des choses substantielles sur la table, et qu'une semaine après on ne sait pas combien ça coûte et qui finance, alors qu'on est censé voter ça jeudi et vendredi prochain au Parlement,
pardon de vous dire que c'est un peu léger et un peu improvisé. Vous qui êtes à l'Assemblée, est-ce que c'est possible techniquement, sérieusement, puisque c'est présenté a priori mercredi, vous êtes censé être en vacances en fin de semaine, alors il y avait une députée hier sur ce plateau qui disait, vous savez, il est probable qu'on soit encore là le 24 et le 25 décembre. Est-ce que techniquement, est-ce que franchement c'est faisable de régler ce dossier-là avant début janvier? Techniquement, c'est faisable avec les travers de la Ve République. C'est-à-dire le président décide et le Parlement enregistre comme d'habitude, c'est-à-dire sans aucun pouvoir. Et au moment où on voit que les Français aimeraient être écoutés, je pense qu'il y a beaucoup de députés qui ont entendu, qui voient ces Français, qui ne voient pas que des gilets jaunes, il n'y a pas que des gilets jaunes en France, et qui se posent la question qui va payer la facture. Et je trouve assez dingue, il n'y a pas beaucoup de solutions en réalité. On a une possibilité, c'est d'augmenter la contribution des gens qui sont les plus fortunés dans notre pays. Alors certains avancent l'ISF, nous on préfère en l'occurrence une capacité à diminuer les niches fiscales, parce que ça profite aux gens les plus riches de la société. Il y a la possibilité sur le CICE, il y a 10 milliards faciles à trouver en réalité en coupant la poire en deux, non pas sur le CICE mais sur la transformation en baisse des charges, puisque ça coûte 20 milliards cette année. Moi je crois qu'il y a déjà une ligne. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et on ne met pas sur la table baisser les dépenses publiques. Pardon. Oui, mais on ne va pas le faire dans la semaine. Mais c'est ça, le problème, c'est que sérieux. là, les gens disent, moi, mais 100 euros, je les veux maintenant. Le drame d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, comme des autres, c'est de ne pas avoir attaqué la baisse des dépenses publiques, donc il n'y a pas de baisse de la fiscalité. Mais là, dans la semaine, vous n'allez pas réformer toutes les administrations de France. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de moins diminuer l'impôt sur les sociétés qui n'était prévu. C'est-à-dire, au lieu de passer de 33 à 28, de passer de 33 à 30, par exemple. Oui, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que la diminution de l'impôt sur les sociétés, c'est une question de concurrence avec les Allemands. Quand vous faites contribuer plus ceux qui bénéficient de niches fiscales, qui ont le droit, par exemple, à défiscaliser jusqu'à 18 000 euros par an, honnêtement, ils peuvent contribuer un peu plus et je n'y verrai pas de mal. Et si vous baissez ça de 5%, ça doit ramener autour de 3 milliards. Je pense qu'il y a des choses... on doit d'abord préserver la compétitivité, parce qu'on a oublié que la compétitivité, c'est l'emploi. On doit préserver, Mais on voit que là-dessus, le changement de ton, il y a eu un changement de ton. Eh bien, c'est bien dommage. Par rapport au début de la semaine où, justement, Bruno Le Maire, etc., expliquait qu'il n'était pas question de toucher au CICE, etc., là, on est en train de voir que je pense ce volet-là risque d'être atteint. Vous avez raison, je pense qu'il se trompe. Il y a une deuxième chose à laquelle on doit veiller. Je n'ai pas du tout apprécié ce que j'entends de la part des hauts responsables de la majorité sur le déficit. Non, vous inquiétez pas, on va laisser filer le déficit comme d'habitude. On va passer de 2,8 à 3,4, c'est pas grave. Pour quelques mois. Comme ce qu'on fait depuis 40 ans, avec maintenant 2300 milliards de dettes. Pardon, parce que qu'est-ce que ça veut dire si c'est le déficit qui trinque? C'est qu'une fois de plus, ce sont nos enfants qui paieront. On est à la veille de Noël. À Noël, ce sont les parents qui font des cadeaux aux enfants, pas les enfants qui font des cadeaux aux parents. Non, ce sont d'autres sondages qui vous montrent que Marine Le Pen a gagné des points quand vous regardez des intentions de vote aux élections européennes. Exactement. Là encore, si je peux me permettre, à 6 mois d'une élection, sans campagne, et c'est pas Marine Le Pen qui sera candidate. Je dis ça au passage. Mais peu importe. Évidemment que le mécontentement profite toujours aux extrêmes, si vous voulez le dire. Et que Mélenchon s'est abîmé ces derniers temps dans sa surréaction, entre guillemets, aux opérations que la justice menait pour faire un certain nombre de vérifications le concernant, et lui et ses amis. C'est tout. Je veux dire, au-delà de ça, pardon, juste avant la pub, vous aviez une question qui me paraissait autrement plus importante, qui était l'image que les étrangers portent sur la France et l'action potentielle du président de la République. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que notre problème à nous, c'est pas seulement la façon dont on nous regarde à l'étranger, ça joue pour sa capacité à imposer un certain nombre de choses en Europe, et il ne l'a plus, cette capacité. Et deuxièmement, parce que ça c'est dramatique, et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il peut encore faire de son mandat? Parce que le plus inquiétant, c'est que 3 ans et demi d'un président paralysé qui ne peut plus engager de réformes parce que tout simplement les Français ont vu que les réformes qu'il lançait étaient inéquitables, ça ne veut pas dire, d'ailleurs on n'entend pas les Gilets jaunes dire qu'il n'y a pas des réformes nécessaires, mais ils trouvaient simplement que c'était inéquitable. Et la vraie question, la réponse politique, c'était le thème de votre brunch. La réponse politique, elle est compliquée parce que le président, c'est vrai, est en situation paralysée au plan européen parce qu'il faisait la leçon à tout le monde, mais il est en échec total, et paralysé au niveau français parce que quand il va falloir qu'on attaque la réforme des retraites, c'est la question que j'allais vous poser. Je crains que ça se passe encore plus mal. Le leadership de Macron, qu'il a acquis par son élection, parce qu'après le Brexit, après l'élection de Trump, il avait empêché que la France bascule dans l'aventure d'extrême droite, il avait gagné ce leadership-là, y compris par son entrée en fonction. Ce leadership, aujourd'hui, est perdu. Et c'est ce qui est le plus inquiétant, parce que quand vous avez Madame Merkel d'un côté, qui est paralysée, par des difficultés de majorité chez elle, et par la fin de son mandat, et M. Macron, qui, bien qu'il soit presque au début de son mandat, n'a plus cette capacité de leadership, la seule réponse qu'on puisse apporter pour nous protéger, entre guillemets, des grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres, elle est européenne, mais elle ne peut plus se construire, justement parce que le président de la République... d'où ma question, est-ce que c'est... Pardon. D'abord, tout à l'heure, M. Mazerolle disait il n'y a pas eu une volonté insurrectionnelle. Si, il y a eu une insurrection.
Il y a eu une insurrection contre un président de la République qui ne répondait pas. Je ne dis pas le contraire. Il y a eu une insurrection contre un président de la République qui pensait qu'il avait la liberté de faire ce qu'il voulait sans se faire attention au peuple français. Et puis, le président de la République dit « mettons-nous autour de la table ». La grande majorité des Gilets jaunes, raisonnablement, dit « on va se mettre autour de la table ». Pour se mettre autour de la table, il faut se structurer. Bon. Ça pour discuter, il faut être deux, c'est sûr. Mais bien sûr, vous avez bien vu cette espèce de truc un peu ridicule où on allait à Matignon sans y aller, on ne savait pas qui, puis celui qui allait était menacé. Il faut qu'il se structure pour pouvoir participer à la négociation. Il faut qu'il se politise. Est-ce qu'il faut que ça devienne un mouvement politique je vais y venir dans un instant. Et pardon, pas seul autour de la table des négociations. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Les syndicats, et moi je salue par exemple le fait que la CFDT soit devenue le premier syndicat de France. C'est-à-dire un syndicat réformiste qui est prêt à dire il faut changer les choses, c'est ce que dit Laurent Berger depuis le départ, mais il faut qu'on puisse discuter, avoir un pouvoir accessible. Il faut aussi... Les Gilets jaunes, ils ne veulent pas les discuter avec les syndicats. D'accord, mais les Gilets jaunes ne sont pas les seuls Français. D'accord ? Ils représentent une petite partie de la France, une partie qui souffrait tellement qu'elle s'est insurgée, mais il y a tout le reste de la France, et y compris des gens qui souffrent, et qui, eux, se sentent représentés par les syndicats. Donc, il faut arrêter avec cette idée qu'ils représenteraient seule la France. Ils sont une partie de la France qu'on n'entendait pas, qui étaient les oubliés de la nation. Tant mieux qu'ils soient autour de la table pour reconstruire un projet républicain. Et puis, est-ce qu'ils veulent, eux, ensuite, construire un mouvement politique ? Peut-être, mais, pardon, moi, à travers tout ce que j'ai entendu ces dernières semaines en direct sur vos chaînes, les revendications, les demandes sont tellement multiples et souvent contradictoires que faire un projet politique, parce que c'est pas faire un mouvement politique qui compte, c'est faire un projet politique avec ça, ça me paraît pour eux extrêmement compliqué. Et je ne crois pas à titre personnel à la liste aux européennes, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'actuellement, beaucoup de ceux qui sont passés sur vos plateaux et qui ont gagné discutent, on voyait tout à l'heure avec Nicolas Dupont-Aignan, je vais appeler ça, ou avec Madame Le Pen, je vais appeler ça le syndrome Florange. Vous vous souvenez de ce syndicaliste de Florange qui gueulait contre Hollande et qui va finir par être député européen de François Hollande, qui a disparu depuis. Bon, Stéphane Martin. Ils sont plutôt menacés par ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je souhaiterais qu'au moins... La récupération. Bien sûr, je souhaiterais qu'au moins... Je pense que ce serait sain. Sinon, on risque de les voir disparaître dans la nature. Il serait sain qu'ils s'organisent au moins pour structurer les revendications. Après, faire un projet politique, s'ils en ont la force et la cohérence, tant mieux pour eux. J'ai plus de doutes. Bon, moi, je suis parfaitement favorable. Ça ne sera d'ailleurs pas suffisant, mais il faut effectivement... C'est pas la réforme constitutionnelle qui pose problème, c'est la loi qui a été adoptée ensuite sous François Hollande, d'ailleurs, qui a tellement comprimé le truc que il faut 4,5 millions de signatures, il faut 185 parlementaires, ça n'a pas de sens. Pour le compte, moi je pense que quand il y a 1 million, 2 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, parce que c'est bien de vouloir des référendums et de ne pas être inscrit sur les listes électorales, mais enfin il faut être cohérent, à ce moment-là, on doit avoir 2 voies possibles d'ailleurs, soit obtenir un référendum sur un sujet, soit aussi interpeller le Parlement et obliger à des débats. Vous voyez bien, le mécanisme de la Ve République qui a complètement enserrer le Parlement, fait que, par exemple, quand des oppositions veulent un débat, on ne peut pas. Mais que les citoyens obtiennent, qu'on délibère sur telle chose, qu'on fasse des lois sur telle chose, c'est une façon d'interpeller les élus pendant leur mandat. Et il y a d'autres formes d'association, entre guillemets, à trouver. On a une difficulté aujourd'hui, c'est que... Enfin, je disais ça au Premier ministre dans un discours à l'Assemblée il y a 3 semaines. Je lui ai dit, vous croyez franchement, avec tous les comités d'experts, les commissions que vous avez, etc., qui coûtent très cher, que la Cour des comptes stipendie régulièrement parce qu'elles nous coûtent très cher. Vous croyez franchement que si on avait eu, projet de loi par projet de loi, 300, 400, 500 citoyens tirés au sort, on aurait eu cette crise? Vous ne croyez pas que 500 citoyens auraient dit la taxe sur l'essence, vous avez juste oublié une chose, c'est que nous, on n'a pas le métro au pied de chez nous, et que pour aller bosser, pour amener les gosses à l'école ou pour faire les courses, on a besoin, et qu'on ne s'en sort plus. Je pense qu'avoir aussi, un peu comme on a les jurys citoyens quand on est dans les cours d'assises, avoir des tirages au sort qui permettent d'entendre des gens qui n'ont peut-être pas de structuration, mais qui ont du bon sens et qui veulent faire entendre leur vie et reprendre un peu la main sur leur propre vie. Parce que la réforme de Macron, initialement, c'était en réalité rien d'autre, au-delà de quelques petites choses de détail sur la Cour de justice de la République, le SCSM, où tout le monde est d'accord, c'était en réalité réduire le nombre de parlementaires. Oui. Et d'ailleurs, ça rencontre une extraordinaire popularité chez les gens dans la démagogie ambiante de notre pays depuis des années. Enfin, je ferai remarquer que sur les ronds-points, pour rencontrer quelqu'un, c'est pas Emmanuel Macron qui pouvait rencontrer, c'est les parlementaires. Et moins vous aurez de parlementaires, moins vous les verrez. Monsieur Macron, je le dis aux Français, vous le verrez jamais dans votre vie, ou alors très occasionnellement. Et d'ailleurs, ce jour-là, vous aurez des caméras de télé partout, vous ne pourrez pas lui parler sincèrement. Le fait d'avoir des élus locaux, le fait d'avoir des parlementaires qui, eux, sont là pour venir porter la parole et aller à la télé le dire, c'est plus utile qu'on ne le croit. Et deuxième chose, pour que ça soit utile, la réforme constitutionnelle, il faudra aussi qu'elle redonne du pouvoir au Parlement. Pardon de vous le dire, nous sommes le seul pays occidental où le Parlement n'a aucun pouvoir. Un truc m'a frappé dans cette crise. Les députés du groupe UDI et indépendants que je préside, ils rencontraient des gilets jaunes.
Et qu'est-ce qu'on venait leur dire? Monsieur le député, on vient vous voir, on sait que c'est pas vous et on sait que vous n'y pouvez rien. On sait que ça va pas pouvoir remonter. On sait que vous n'y pouvez rien. Eh bien, quand on pense qu'un député ne peut rien alors que c'est lui qui fait la loi, c'est qu'on a un problème institutionnel dans la Ve République. Bon, merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu sur le plateau du brunch. Merci à tous.